Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale, il est juste informatif. Pensez toujours à consulter votre médecin avant tout changement dans vos habitudes. Dans cet épisode, je reçois Nadia Mazuri, professeure de Hatha Yoga à Paris, dans le 11e arrondissement, à la Maison du Yoga. Nadia était pour moi une grande source d'inspiration, et il m'était tout naturel de la recevoir à mon micro pour nous parler de son yoga à elle. Ici, elle vous dévoilera son chemin clarifiant à travers le yoga, comment la pratique nous transforme, nous libère de certains bagages, de certaines couches qu'on hérite, pour arriver à la prise de conscience de notre vraie nature et à la possible découverte d'une grande félicité. Elle retrace aussi, avec beaucoup de poésie et de passion, les grands principes du Hatha Yoga, ses textes fondateurs, et ce qui le rend à la fois intemporel et très ancré dans nos actualités contemporaines. J'espère que cet épisode vous plaira. Très belle écoute. Bonjour Nadia. Bonjour Amira. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour cet épisode autour du yoga. Moi aussi, je suis vraiment ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors Nadia, on va commencer cet épisode par parler de toi, parce que nos auditeurs ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec le yoga et ce qui fait que tu en as fait ton métier ? Alors, avec plaisir. Ma rencontre avec le yoga est assez récente finalement. Il y a à peu près une douzaine d'années, donc j'avais 38 ans quand j'ai commencé le yoga, réellement on va dire, parce que j'avais pu en faire très jeune quand je faisais du théâtre, et ça avait déjà été à ce moment-là quelque chose qui m'avait assez touchée, puisque je ressentais une profonde relaxation, mais je n'avais pas continué particulièrement, c'était annexe et j'étais plus dans cette approche théâtrale à l'époque. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, j'étais sur Paris, je travaillais plutôt dans un univers très différent du yoga, qui était l'univers du luxe, de la mode. Et très rapidement, en fait, comme on va dire un chemin classique qu'on entend assez régulièrement chez les personnes qui font du yoga, c'est que non seulement je trouvais plus trop un sens à ce que je faisais, même si j'y étais quand même bien dans les relations humaines et dans le contact avec les personnes, mais en revanche, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un bouleversement plutôt de santé qui a fait qu'il fallait que je me retrouve pour pouvoir retrouver justement un équilibre. Et un thérapeute m'a conseillé soit de faire du yoga, soit de faire du pilate. Et le yoga est apparu comme un éclair d'un seul coup. Ah, yoga, je le voyais comme une bulle au-dessus de la tête. Quelque chose qui m'a donné tout de suite dans le mot même une espèce d'espérance de vie nouvelle. Et donc ça s'est fait comme un appel assez rapidement. J'ai cherché, donc il y a eu ce désir, un déclic, de sortir de quelque chose d'un coup qui m'appelait, très intuitif donc comme appel. Et je me suis renseignée très rapidement, comme on est sur Paris, c'est vrai qu'il y a beaucoup de propositions, mais parfois on peut se perdre dans ces propositions-là. Et ce sont des amis russes qui faisaient déjà du yoga qui nous ont conseillé à mon mari et à moi un centre de yoga qui s'appelle Centre Shivananda, Gare de l'Est. Et donc j'y suis allée et j'ai pris un cours tout de suite. Et ça a été l'enchantement total. Et à partir de là, le chemin a commencé très rapidement, quoi. Donc ça a été le début. Mais très rapide.
Ok, donc finalement une rencontre assez fortuite, qui n'était pas prévue initialement, qui t'a amené vers le yoga. Pas prévu, c'est vrai que j'ai toujours, comme on peut dire, non, c'est vrai que c'était pas particulièrement prévu à ce moment-là. Mais justement, ça faisait longtemps que à travers différentes lectures et on peut dire de quêtes un peu métaphysiques du sens de la vie, de la recherche aussi de contacts vrais, et aussi de trouver sa place, comme beaucoup de personnes témoignent dans les gens qui changent un peu de voie, de trouver une place intérieure aussi dans ce monde, dans une société et aussi par rapport à soi. Mais j'avais toujours ce désir quand même dans mes échanges avec les personnes, de profondeur, d'être plus en profondeur dans mes relations avec les humains et la nature. Et donc, progressivement, même si je peux dire que je suis quelqu'un d'a priori quand même, je me suis ressentie spirituelle rapidement dans ma vie, mais je mettais pas un mot ou une identité à cette spiritualité-là. Donc c'était un peu le brouillard, on va dire. Donc c'est vrai que le yoga a été quelque chose de très clarifiant, si on peut dire ça comme ça. Ça a apporté une clarté aussi bien sur à la fois mon identité et ce que veut dire, ce que pourrait signifier la spiritualité. Avec le recul, maintenant, après toutes ces années, tu dirais que le yoga a changé quoi concrètement dans ta vie ? Ah, le yoga a tout changé. En fait, il l'a transformé surtout et il m'a apporté plus de vérité, d'éclat, comme revenir à l'essentiel en fait de notre... J'essaie de pas trop avancer parce que je voudrais revenir à l'état auquel j'étais à l'époque pour dire ce que ça m'a apporté. Je sais que maintenant, ça m'a libérée de différentes couches de brouillard qui ne me permettaient pas d'être consciente de qui j'étais en fait réellement. Hein. C'est un cliché, mais de le ressentir, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on peut parler de ça, mais ressentir sa vibration, son être vibré, donc son être réel. Et donc beaucoup plus de joie. Je me suis libérée de beaucoup de peine, de fardeau, tout en prenant mes responsabilités pour autant. C'est pas un abandon, hein, c'est juste de prendre conscience de sa nature. Ça, le yoga m'a donné ça, et la joie aussi d'être présente, d'être dans ma conscience, d'être attentive à qui je suis et d'être dans ce souffle, dans ce détachement, cette détente qui s'installe progressivement. Alors, tu as choisi de faire du yoga hatha. C'est un yoga assez spécifique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il distingue des autres yogas et pourquoi tu t'es penchée sur ce type de yoga ? Alors oui, je suis allée au centre Shivananda et effectivement, c'est un hatha yoga. Et c'est vrai qu'on peut se perdre actuellement avec toutes les formes de yoga qui sont proposées. Alors il faut savoir que en Occident, ou même, oui, majoritairement en Occident, on pratique le yoga de hatha, enfin de la posture du corps. On utilise la partie du yoga qu'on appelle asana, c'est-à-dire le corps. On utilise le corps, donc ce qui est une parcelle du yoga, de l'ensemble de ce qu'est le yoga en tout cas, dans ses différents aspects. Et le hatha, donc, c'est, on peut dire, le travail sur le corps dans tout l'aspect que recouvre le yoga, dans toutes ses voies. Donc il y a différentes voies. Mais la voie physique, c'est le hatha yoga. Le hatha yoga, alors après, si on parle de hatha yoga, en fait, si on parle de yoga, on peut dire que dans ce qui est proposé généralement dans les salles, donc dans les studios de yoga, dans les salles par les professeurs de yoga, ce sont des yogas qui sont pas que hatha, alors que le hatha c'est vraiment la forme initiale, hein, dans les premiers textes dont on parle de la posture. Donc c'est assez récent dans le yoga, la posture, on en parle dans les Yoga Sutras de Patanjali qui sont mais de façon très brève. On parle du yoga comme étape aussi, on utilise le corps pour évoluer vers un état de méditation.
On le trouve beaucoup plus tard dans les textes plutôt tantriques, où on va utiliser des méthodes pour développer, purifier le corps pour pouvoir l'équilibrer, amener de l'énergie. Mais depuis le XXe siècle, comme il s'est, on va, entre guillemets, répandu, vulgarisé, hein, pas de façon négative, hein, pas forcément de façon négative, il a été, on a distingué différentes écoles en fait. Donc le yoga vient de l'Inde, et il y a eu, on peut dire qu'on peut distinguer grosso modo deux grandes écoles. On a les écoles du sud de l'Inde, avec Krishnamacharya, le grand enseignant de yoga, et qui lui qui va influencer plutôt Patabi Joyce, Iyengar, qui sont des yogas plus dynamiques avec l'ashtanga, essentiellement Iyengar avec l'alignement, mais aussi sont des yogas plus dynamiques, qu'on trouve aussi dans les salmes, aussi avec le vinyasa. Et puis on a aussi toute la tradition si je fais un résumé, hein, des écoles du nord de l'Inde, avec Swami Shivananda, donc, qui est plutôt dans ce que moi j'ai étudié en tout cas, et de ses différents disciples, Swami Vishnudevananda, Swami Satyananda, donc c'est vraiment les écoles que j'ai pu suivre. Donc c'est un yoga plus méditatif, où on va entrer plus dans un aspect de Raja Yoga, donc pour rentrer dans un état de méditation. Donc effectivement, il va être moins dynamique. On va travailler de manière un peu différente. Donc on dit souvent que c'est un yoga doux, alors que ça n'est pas un yoga doux. Le Hatha Yoga, c'est un yoga très puissant, mais on va utiliser de la lenteur aussi, et des mouvements statiques, de manière à rester dans un aspect de méditation dans certaines postures. Voilà, voilà pour faire simple en tout cas sur le Hatha Yoga par rapport aux autres styles, de manière résumée aux autres styles de yoga, mais il y en a encore différentes sortes. Le yoga doux fait partie du Hatha Yoga, on va dire. Et quels sont les grands principes sur lesquels s'appuie ce yoga ? Alors le Hatha Yoga, qui est donc la partie physique du yoga, on va dire, parce qu'il y a d'autres parties, on en reparlera. La partie physique du yoga, il y a la philosophie, il y a le yoga aussi de la dévotion, le mantra yoga, etc. Le Hatha Yoga est un yoga de l'énergie. On va utiliser le corps pour pouvoir à la fois entre guillemets, on peut dire le purifier, le nettoyer, le dynamiser, le renforcer, l'équilibrer. Et on va aussi utiliser l'énergie, puisque dans le corps physique, on a un système énergétique qu'on retrouve dans ces philosophies d'ailleurs d'Asie aussi, dans le taoïsme. On a une partie droite qu'on appelle yang, et une partie gauche qu'on appelle yin dans le taoïsme, et nous c'est un peu différent dans le yoga, mais Pingala et Ida, donc ce sont des énergies solaires d'un côté et lunaires de l'autre, et on est animé par ces énergies solaires et lunaires, et on va venir avec les pratiques du corps, latéralisation droite-gauche, les différentes familles de postures, les techniques respiratoires, les bandhas aussi, les pranayama, etc., les techniques de concentration, on va venir équilibrer les énergies autant que possible pour amener un état spécifique qu'on appelle un état d'équilibre du yoga, dans le Hatha Yoga en tout cas. Ça s'adresse à qui le Hatha Yoga ? Quel type de population, toi, tu vois dans tes cours ? Alors, ça pourrait s'adresser à tout le monde, à des personnes qui sont très performantes, qui ont besoin de grands sportifs, qui ont besoin de récupération, à des chercheurs spirituels aussi. Hein. Il y en a aussi qui ont envie d'éveil, de trouver une forme de béatitude. Ça s'adresse aux personnes aussi qui ont besoin de se détendre tout simplement, qui travaillent beaucoup et qui ont des tensions au niveau physiologique aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont mal au dos qui font du yoga. Hein. J'en ai aussi dans les cours. Il y a généralement beaucoup pour la santé, le bien-être, anti-stress. Ça fonctionne bien pour ça, hein, le Hatha Yoga.
Pour des personnes qui n'ont pas forcément de souplesse, parce que c'est très souvent la problématique, c'est je suis pas souple, je peux pas faire de yoga. Mais en fait, c'est vraiment restreindre le yoga, et c'est normal, hein, puisque c'est ce qu'on observe très souvent, c'est qu'on nous montre le yoga par des postures assez incroyables, qui sollicitent une souplesse incroyable et même une aptitude d'équilibre de folie. Donc il peut en dissuader plus d'un, ce qui est bien dommage, puisque c'est vraiment de très très loin l'objectif numéro 1 du yoga. Alors effectivement, d'amener de la souplesse, d'un peu plus. Moi j'ai gagné en souplesse, j'ai gagné en extension, ma colonne vertébrale en meilleure santé, etc. Ce sont des effets annexes qui sont très très profitables. Mais l'objectif numéro 1 n'est pas la souplesse, hein. C'est vraiment d'amener ce que chacun vient y chercher en fait. Généralement, les gens y trouvent leur intérêt, parce qu'il y a quand même un respect du corps dans le Hatha Yoga. Justement, pas que dans la lenteur, parce qu'il n'y a pas que de la lenteur, il y a un travail d'équilibre entre des postures qui peuvent être un petit peu peut-être dans un flow, où on restera un peu moins longtemps, des postures dynamisantes, et puis des postures où on va rester plus longtemps, d'introspection. Donc ça s'adresse, on peut dire, à toutes les personnes qui viennent chercher une forme de bien-être, d'énergie, de récupération aussi au niveau du système nerveux, d'un équilibre hormonal aussi, hein, puisque ça joue aussi sur le système endocrinien. Des personnes qui ont envie de se retrouver aussi dans un aspect plus méditatif. Et aussi, si on peut, il y a quand même une partie aussi qui cherche aussi une quête du soi, donc à travers les différentes pratiques, ils viennent goûter un émerveillement que peut procurer à la fin d'une séance ou pendant une posture, pas qu'à la fin, hein, c'est pas juste un aboutissement comme ça. Pendant une posture, vivre en conscience ce qui est en train de se produire au niveau des ressentis, des sensations qui est en train de se produire. Je voudrais revenir sur cette notion de lenteur que tu as évoquée. C'est vrai que le Hatha Yoga, de prime abord, c'est des postures... Alors on a l'impression que les postures sont lentes et on reste longtemps dans la même posture. Pourquoi cette lenteur est importante dans la pratique? Qu'est-ce qu'elle apporte? Si on resitue un peu le Hatha Yoga dans son contexte originel, on peut dire que la fonction du Hatha Yoga, si on reprend pour peut-être certains auditeurs, auditrices qui connaîtraient, en tout cas, ou qui ont envie de s'intéresser à l'aspect plus global du yoga, c'est le texte des Yoga Sutras de Patanjali qui sont difficiles à dater entre le moins 200 avant Jésus-Christ ou plus 300. Donc c'est assez compliqué parce que c'est assez vaste, c'est une compilation. Et en fait, l'idée, c'est que Patanjali a synthétisé le yoga, a expliqué de manière méthodique quels sont les différents outils que proposait le yoga pour arriver à un état spécifique qu'on appelle le samadhi. Samadhi qui est un état d'union avec le divin. Si ce nom ne gêne pas, si ce nom ne se gêne pas, on peut dire le divin, ou sinon en tout cas avec une conscience suprême, quelque chose qui sous-tend l'univers. Et pour arriver à cet état-là, vu qu'on est humain, incarné, utiliser le corps fait partie de ce chemin, de pouvoir déjà préparer son corps comme un temple à recevoir justement l'énergie, mais aussi surtout dans les Yoga Sutras à pouvoir stabiliser le corps dans cette assise stable, confortable. C'est vraiment l'assise asana, l'assise. La posture dans les textes anciens du yoga, c'est la posture assise. C'est pas toutes les postures que l'on peut voir dans les magazines. C'est la posture assise, mais pour préparer la posture assise, cette assise aussi intérieure de stabilité et de confort, il faut préparer le corps à ça. Et le Hatha Yoga, dans son travail d'équilibre et aussi dans ce mouvement de méditation, en fait, méditatif, donc de ce mouvement immobile, on va dire, amène un état spécifique de méditation et prépare donc la personne, l'adepte, en tout cas à la méditation, à pouvoir, une fois qu'il est dans cette lenteur-là, la retrouver dans son assise au moment de la méditation, s'il fait une méditation assise. Mais il peut tout à fait faire dans la lenteur ou dans l'immobilité,
tout le système est ralenti, le système respiratoire, le système digestif, la respiration ralentit. Donc quand la respiration ralentit, tout ralentit, les pensées, l'espace entre les pensées, comme disent mes professeurs. Donc ça amène à une forme de silence et de contemplation qui est indispensable de mon point de vue. Après, chacun fonctionne à une manière un peu différente peut-être de fonctionner. De mon point de vue, indispensable à comprendre, à avoir conscience de ce que nous sommes dans cette immobilité-là. Parce que si on est tout le temps en mouvement, il y a cette incapacité à pouvoir voir à travers soi. Ça bouge trop, il y a trop de mouvement, il n'y a pas assez cette possibilité de faire un pas en arrière et de se placer dans cet observateur du corps, du souffle et du mental. Le yoga nous montre aussi que nous ne sommes ni ce corps, ni ce souffle, ni ce mental et ces pensées. On les observe, ce sont des phénomènes. Avec la méditation, on peut observer ces différents phénomènes, notre corps. On peut observer nos pensées, donc c'est un objet. On peut aussi observer notre respiration. Donc si on arrive à observer ces différents phénomènes, c'est que ce sont des objets. Les objets du mental, les objets du souffle, les objets du vital, donc, et les objets du corps physique. Donc il y a quelqu'un, il y a une observation qui observe cette conscience, cette stabilité permet cette observation-là. Et ça donne une espèce d'extase, en fait, d'un seul coup, de se dire, un peu détaché, soulagé de ce fonctionnement qui est très beau, mais c'est un petit temps d'arrêt, ça fait du bien, ça ressource. Est-ce que c'est la logique qu'on retrouve dans tes cours? Parce qu'effectivement, un cours de yoga hatha se décompose en a priori 3 phases, les asanas, donc la partie posture, la respiration, et on finit généralement par la méditation. Est-ce que justement c'est ce chemin que tu décris de stabilisation pour aller vers cet état méditatif? Est-ce qu'on doit systématiquement passer par ces différentes parties dans cet ordre-là? Alors après, ça dépend du temps qui est donné dans un cours, de la population, je veux dire, du cours, les personnes qui viennent. Mais oui, en fait, généralement, en tout cas, moi, c'est ce que m'ont enseigné surtout mes professeurs Jean-Louis et Francis Gianfermi, qui m'ont enseigné vraiment cet aspect de la globalité de l'être. C'est-à-dire que quand tu travailles sur le corps, tu travailles sur le souffle et tu travailles sur le mental avec la concentration essentiellement. Pour arriver à un état de méditation, c'est d'abord la concentration. Ce qui se passe, c'est qu'on utilise l'être dans sa globalité, puisqu'on a un corps physique, un corps énergétique qui passe par le souffle, et un corps mental, les fonctions mentales, les pensées, les projections, etc. Donc, en travaillant effectivement dans cet aspect dont tu parles, donc, que tu as pu voir dans mes cours, effectivement, on touche aux différents aspects, aux différents étages de notre être, différentes couches de notre être. Donc on a plus de chances d'arriver à un état en touchant à toutes les couches. Si on isole juste le corps sans le souffle, il manque quelque chose de côté. On arrive généralement au yoga par le corps. Comment on évolue vers ce que tu appelles des corps subtils? Alors oui, on arrive au yoga, en tout cas au hatha yoga, par le corps. On utilise le corps pour évoluer justement vers des corps plus subtils. Donc on commence par le corps physique, puisque c'est le corps qui paraît être le plus tangible, le plus évident dans l'expérience qu'on en fait déjà. Et il faut savoir aussi que dans la perspective yogique, on a différents corps. Il n'y a pas juste un corps physique, puis un mental séparé, comme on peut généralement être instruit de cette manière-là, de la manière dont on est constitué. Donc on a un corps et un mental séparé avec la tête, le cerveau. Donc c'est une autre perspective dans le yoga, une dimension différente qu'on retrouve dans les textes anciens des Védas et la fin des textes des Védas. Donc c'est des textes, les premiers textes de l'hindouisme.
À la fin des Védas, on a ce qu'on appelle les Upanishads. Et dans les Upanishads, il y a un Upanishad qui s'appelle Taittiriya Upanishad, qui parle justement de la constitution de notre être. Donc on se rend compte que là, il y a une dimension très différente, puisque nous sommes constitués de 5 corps. Donc ça, 5 couches en tout cas, 5 couches, comme des poupées russes. C'est comme ça très souvent qu'on nous explique de manière analogique. On visualise des poupées russes. Vous voyez comment ça, tu vois comment c'est une poupée russe. Il y a une poupée, la plus grande poupée, c'est le corps, la couche physique. Puis en dessous de la grande poupée, il y a une poupée un peu plus petite, qui est une couche faite d'énergie. Ce qu'on appelle les énergies, ça va être ce qu'on va retrouver justement dans le Hatha Yoga, dans l'approche tantrique. C'est les nadis, ce qu'on appelle les méridiens, le réseau énergétique, les centres énergétiques qu'on appelle les chakras, les vayus, donc les différents espaces qui ont des fonctions différentes à l'intérieur du corps. Puis sous la deuxième poupée, il y a une autre poupée qui est une poupée du corps émotionnel. Puis un peu plus en bas encore, un corps mental, la couche mentale, les émotions, les pensées, les sensations, les projections, etc. Puis on a la couche causale, qui est la cause de notre expérience, notre constitution, notre vie en tout cas. Donc on a différentes couches qui sont expérimentées par la même conscience que nous sommes. Donc ça demanderait un podcast spécialiste, différents podcasts avec des spécialistes sur cette approche-là. Mais en tout cas, c'est vrai que déjà, quand on a une perspective comme ça, physiologique, on appelle ça d'ailleurs une anatomie énergétique, puisqu'il y a une anatomie physique, avec le corps physique, on est fait de chair, de sang, d'os, etc. Ça, c'est bien présent dans cette approche-là. Mais plus on va vers le centre de notre être, plus on va vers des choses plus subtiles et moins tangibles, qu'on arrive moins à visualiser en tout cas. Donc avec ces approches-là, cette philosophie-là, selon les yogas que l'on pratique, eh bien on arrive à effectivement aller vers ce qu'on appelle les corps plus subtils. Donc le Hatha Yoga, puisqu'on parle là essentiellement du Hatha Yoga, effectivement le fait de travailler, de commencer, c'est intéressant, de commencer par son corps. On soigne le corps, on le prépare comme un temple en fait à recevoir l'énergie divine, à évoluer vers cet équilibre dont je parlais en début de podcast entre l'énergie solaire et lunaire, mais aussi à faire l'expérience des différents corps. Donc le corps subtil d'énergie avec les chakras, c'est avec surtout les techniques respiratoires qu'on va l'expérimenter, avec le souffle et avec les visualisations aussi sur certains chakras par exemple, on peut aussi aller sur ce corps énergétique. Et ça impacte sur le corps mental, émotionnel et mental. À partir du moment où on travaille aussi le corps subtil, il va y avoir un impact sur le corps mental. Il va être canalisé, il va y avoir moins de mouvement, et d'où la sensation d'ailleurs à la fin d'une séance d'une profonde détente sur tous les plans. Sur le corps physique, puisqu'on l'aura travaillé dans différents axes, tout autour de la colonne vertébrale, les mouvements d'extension, de pression, d'étirement, etc., de flexion, de ce qu'on appelle aussi de cambrure, etc. Toutes les postures déjà préparent et travaillent sur le corps physique, mais à la fois sur le corps énergétique. Avec le souffle, l'énergie circule mieux aussi, puisqu'on va étirer le corps, etc. Et donc tous ces aspects-là font que effectivement on va développer ces sensations, ce qu'on appelle vivre une posture d'ailleurs. Vivre une séance de Hatha Yoga, c'est expérimenter à partir du corps une évolution vers une sensation jusqu'à être totalement dans un état qui permet d'être observateur de ses corps. La métaphore des poupées russes est très parlante et on comprend bien qu'effectivement il y a plusieurs couches,
La question qui me vient, c'est finalement, qu'est-ce que ça nous apprend sur l'homme dans sa globalité? Dans quelle mesure ça réunit ces différentes facettes, qu'elles soient physiques, mentales ou spirituelles? En fait, il faut comprendre que le Hatha Yoga a une approche énergétique. On fait l'expérience de qui nous sommes et comment nous sommes composés dans la perspective yogique. Si on accepte cette perspective, si on veut aller vers ce chemin-là. Et donc on comprend qu'on a un corps avec ses mouvements, ses tensions, etc., ses sensations. On a aussi un corps qui est vital, l'énergie qui circule, la manière dont on respire, les désirs, parce que c'est aussi beaucoup le vital aussi qui génère ça, les pulsions, on va dire un peu. Et on a aussi un corps mental, des pensées, etc. On peut faire une action, par exemple, en train de faire quelque chose avec le corps. Au niveau de la respiration, on peut avoir une respiration très courte. Et puis au niveau de la pensée, on peut être complètement ailleurs. Donc, d'une certaine manière, on se vit un peu par étage. C'est ce qu'on nous enseigne certains enseignants, ce qu'on nous dit en fait. C'est vrai qu'on se vit aussi par étage. Et parce qu'il y a une complexité énergétique qui est très élaborée aussi intérieurement. Et de cette manière, si on arrive à observer cette complexité-là, si on peut dire, on commence à pouvoir voir justement si on ne peut pas faire quelques ajustements pour être dans une meilleure harmonie, si on parle de globalité, une meilleure harmonie à la fois entre ces corps. On peut évoluer sur un corps mental, en le canalisant, en faisant des concentrations, en travaillant aussi sur une attitude plus juste, par exemple. On se corrige aussi par rapport à la manière dont on fonctionne avec les autres et avec soi-même. Et ça impacte clairement sur le reste du corps, sur la vitalité, sur le corps physique aussi. Tout a un impact. Et de cette compréhension-là, on sent bien que c'est la conscience, justement, qui est incarnée dans un corps à 5 couches, qui permet de faire ces ajustements-là et de vivre le monde dans cette compréhension-là. Donc c'est vraiment la conscience qui réunit les différentes facettes de soi? Oui, la conscience est consciente. Il y a une présence qui est là. C'est ce qu'on appelle en anglais awareness, qu'on n'arrive pas à traduire en français. C'est une conscience consciente. Consciente, c'est cette essence-là qui nous permet de vivre déjà, mais aussi de pouvoir ne pas être emporté par les pulsions des différents corps. Parce qu'il y a une espèce on peut dire, de discipline ou de contrôle, on pourrait dire ça, mais en même temps, donc c'est juste un apprentissage, on réapprend à se connaître, et on n'est pas esclave de nos fonctionnements, d'une certaine façon, grâce à cette approche, à cette philosophie-là. Donc il y a différentes manières de l'élaborer. Le Hatha Yoga, pour ça, est pratique, puisqu'on commence par le corps, et c'est vrai que donc il y a une relation physico-psychique dont on parlait déjà, qui va nous permettre d'être dans cette observation, si on peut, de maintenir cette observation. Finalement, est-ce que tu penses que le yoga, quelque part, nous change ou nous révèle, ou finalement un petit peu des deux dans ce cheminement? Alors il nous change et il nous révèle en même temps, si on pourrait dire ça comme ça, parce que il nous transforme dans cette idée que il nous libère des couches, on va dire, des croyances superficielles entre guillemets, de penser que nous sommes une personne, par exemple, avec une fonction spécifique dans la société, dans la famille. C'est vrai, on l'est, il y a, avec un ego, un background, comme on dit en anglais, spécifique. Et donc on est persuadé de notre identité assez limitante, finalement, depuis la naissance jusqu'à la mort.
Et le yoga, en fait, nous fait prendre conscience qu'on est bien au-delà de ça, en fait. Donc, c'est en ce sens qu'il nous change énormément, puisque d'un seul coup, on se rend compte que de cette fameuse conscience, cet observateur bienveillant, d'ailleurs, puisque c'est cet espace en nous qui nous permet juste d'être là, d'être présent, et de pouvoir agir de la meilleure manière, en tout cas avec détachement. Si on essaye en tout cas d'agir de la meilleure manière au niveau physique, au niveau de la respiration, au niveau de ce qu'on dit, nos paroles, nos pensées. Donc il y a toujours ce champ intérieur, un peu en arrière-plan, qui permet déjà de prendre conscience de notre identité réelle, si je puis dire, cet arrière-plan. Cette identité qui nous permet d'être goûté, expérimenté. C'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment quelque chose qui se ressent. Donc en ce sens-là, oui, ça nous change énormément. C'est une révolution. On est au-delà des limites qui nous ont été données depuis notre naissance. Donc dans une forme d'emprisonnement, quoi. En fait, on ne sait pas trop, et c'est pour ça qu'on se cherche très souvent d'ailleurs. Jeune, on cherche des choses, on fait des choses très extrêmes, parce qu'on cherche qui nous sommes réellement. Quelquefois, c'est comme ça qu'on se vit. Moi, ça a été mon cas, pour certaines choses, pas pour tout. Et nous transforme, tu m'as dit, et nous change et nous transforme. Nous transforme parce qu'à partir du moment où on prend conscience de ça, le chemin commence. Et nous révèle, oui. Et nous révèle. Nous révèle. Oui, nous révèle à notre nature. Donc, c'est ce que nous disent les textes. Si on plonge dans les différentes, on appelle les darshanas, les écoles philosophiques, mais ça veut dire aussi les points de vue, les visions différentes de l'Inde. Donc, les écoles philosophiques sont vues comme des darshanas. Darshan, c'est voir. Donc, c'est juste une vision différente sur une même chose, qui est notre existence, notre être. Et elles s'acceptent, elles peuvent s'opposer quelquefois, mais c'est juste de proposer une démarche différente. Et une des démarches, une des observations, une des darshanas de la philosophie, c'est justement non dualiste. Et d'autres d'ailleurs nous disent que nous sommes pure conscience. Nous sommes pure conscience, pure divinité. Donc on nous révèle, oui, dans cet aspect de joie, de pure félicité. C'est notre nature, ce qu'on appelle le soi, l'atman, est notre réelle nature. Donc oui, dans ce cas-là, nous révèle. Donc, le hatha yoga, en plus des autres voies du yoga, donc il y a l'aspect philosophique, il y a l'aspect dévotionnel, il y a l'aspect qu'on appelle le karma yoga, c'est agir de manière désintéressée. On a aussi l'aspect de l'attitude, comment perfectionner son attitude pour être en accord avec le bien-être, tout ce qui est bien-être, mais aussi tout ce qui est éthique, on peut dire, code de vie éthique, loi universelle, de manière à être dans une forme de pureté mentale, donc au plus, quoi, pour toucher à ce qui est divin. Donc c'est en ce sens que le yoga est très moderne aussi d'ailleurs, puisque ça touche à être présent, conscient, une personne qui est présente et consciente, et forcément attentive à l'environnement dans lequel elle est, donc d'une manière attentionnée à la nature, d'une manière consciente de son impact au niveau de la nature aussi, au niveau des humains, de la relation qu'on a au monde et aussi de la relation qu'on a avec nous-mêmes. C'est en ce sens-là qu'on est révélé, oui. On est révélé comme étant un avec le monde aussi, la nature. On est un corps, oui, une conscience dans différents corps, différentes formes différentes, mais nous sommes un, et c'est en ce sens-là, oui, que ça nous révèle et ça nous amène énormément de joie. La joie, du coup, à travers cette connaissance, parce que, du coup, quand tu parles du divin, je voudrais qu'on reprécise ce que tu mets derrière, parce que le divin, dans le yoga, c'est pas forcément la divinité au sens de la religion. On peut l'entendre justement comme les lois et les règles qui dépassent justement nos limites physiques.
Et est-ce que le bonheur passe justement par cet accès à une connaissance, à cette connaissance un peu supérieure, si je puis dire? Oui, d'ailleurs, c'est une des formes de joie qu'on définit. On dit qu'il y a une joie qui est apportée par la connaissance. On peut avoir une joie qui est apportée par un bon gâteau au chocolat, hein, c'est une joie physique. Mais il y a aussi la joie qui est apportée par la connaissance, une joie qui amène une forme d'évolution, d'autonomie aussi, de compréhension. Et à partir du moment où on comprend quelque chose, surtout dans notre fonctionnement, parce qu'on parle de la connaissance du soi, de notre nature, cette connaissance-là nous élève, elle nous révèle, elle nous aide à avancer. Et donc, à partir du moment où on nous explique comment on fonctionne, de quelle nature nous sommes faites, comment fonctionne notre mental, dans différents textes et enseignements du yoga, on retrouve tout à fait ces enseignements-là, eh bien, on a une forme de... On découvre d'un seul coup, comme dit Sri Aurobindo et aussi d'autres maîtres spirituels, notre deuxième naissance. Dans la Bhagavad Gita aussi, on parle de ça, une forme de deuxième naissance. Et d'un seul coup, ça y est, je comprends qui je suis et le chemin que j'ai à faire pour pouvoir atteindre cet aspect, on peut dire de perfection, mais c'est pas tant ça, c'est cet aspect de se perfectionner, de se purifier en vue d'être libéré d'un certain nombre à la fois de tensions, mais aussi de croyances et aussi de limitations, en fait, d'être libéré de ça. Est-ce que c'est ça que finalement on appelle le lâcher-prise dans on va dire le jargon un peu commun, parce qu'on dit le yoga permet cette légèreté, ce lâcher-prise par rapport à nos problématiques, on va dire nos problématiques quotidiennes, très terre à terre. Est-ce que justement cette observation permet une forme de détachement, et c'est pas forcément de la passivité, mais est-ce que c'est ça que tu décris? Oui, alors c'est assez subtil ça, ce que tu dis, ce que tu révèles, parce que effectivement, le fait de toucher à son être intérieur et celui qui vit un peu plus en arrière-plan, comme disent beaucoup aussi de maîtres, d'enseignants spirituels, cet arrière-plan de pouvoir observer nous permet, c'est ce qu'amène aussi beaucoup la méditation, et c'est pour ça que la méditation est aussi très à la mode, de pouvoir être plus détaché par rapport à ce qui peut nous arriver de manière assez directe, d'avoir un peu plus de recul, tout simplement. Donc ça amène une forme de paix, de légèreté dont tu parles. Mais en même temps, totalement engagé. Ça ne veut pas dire on lâche complètement nos responsabilités. C'est là où est la subtilité et quelquefois l'écueil. On peut se planter et dire je ne me prends pas la tête, c'est pas grave. Au contraire, ça nous amène une responsabilité peut-être d'autant plus grande qu'on sait qu'on a un chemin à faire. Aussi, on peut appeler ça un dharma, une mission, et qui est la nôtre. Dont parle la Bhagavad Gita, qui est aussi un texte très important du yoga, d'être complètement présent et conscient de notre mission, de ce que nous devons faire, de notre action, mais en même temps de s'abandonner totalement à une forme de volonté supérieure. C'est-à-dire que on fait l'effort de faire les choses, on est complètement présent, on est éthique au maximum, on essaie quand même de pas faire de crasse, de pas penser mal, de dire du mal des autres, on essaie d'être dans cet espace qui nous allège énormément, qui nous purifie, qui nous rend service en fait, contrairement à ce qu'on peut croire. Ça peut demander un effort, mais en fait ça nous rend beaucoup de service, ça nous libère de beaucoup de situations complexes et désagréables. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se libérer totalement, c'est-à-dire qu'on est complètement engagé. Quand il faut agir, on doit agir. Quand il faut dire les choses, il faut dire les choses. Mais il y a une forme de conscience, encore une fois. Cette conscience, ça vient souvent de conscience que c'est cet éternel qui est là en nous, qui entre en nous pour exprimer la vie ici sur Terre. Donc c'est une manière, comme dit Swami Vivekananda, de diviniser nos relations humaines. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas, comme nous l'enseigne le yoga, essentiellement le corps, nous ne sommes pas
essentiellement le corps, le souffle, le mental. On l'est, hein, on l'est puisque ça existe, on ne peut pas nier que ça existe. Tu es bien un mirage, je suis bien Nadia avec nos fonctions différentes. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel est encore quelque chose de plus grand qui nous anime. La conscience, l'énergie nous anime. Et c'est grand ça. Donc pour l'atteindre, quoi de plus agréable que de se dire je fais au mieux. Je fais au mieux pour honorer déjà cette conscience-là, que j'aime, hein, c'est une relation d'amour. Mais je m'abandonne totalement à son vouloir. C'est pas moi qui décide des résultats de ce que je vais pouvoir accomplir, faire, etc. Parce que c'est moi qui décide, est-ce que j'ai un pouvoir là-dessus. C'est un cheminement, comme tu dis, amène cette joie ineffable, d'extase. Qui nous élève en tout cas. Qui nous élève, qui nous élève. Et c'est peut-être ça qu'on peut appeler le divin, la dimension divine du yoga. Alors il y a aussi tout l'aspect spirituel qui est, pour moi, qui a joué aussi une place très importante. C'est cette notion aussi de divine qui est avancée, hein, on peut dire, puisque c'est pas forcément en Occident qu'on va parler plus facilement du divin, et pour cause, parce que voilà, il y a eu aussi beaucoup d'écueils au niveau religieux, et les personnes maintenant sont un petit peu refroidies par tout ce qui est un peu religieux. Mais au-delà de la religion, on est dans une forme de compréhension que on est porté par une énergie qui est bienfaitrice, bienveillante, qui nous élève et qui nous porte tout le long de notre vie, et qui est pour moi la mère divine, donc la Shakti, Mahashakti, la mère divine, que j'ai pu moi vraiment, qui m'a été révélée d'une manière fortuite aussi, puisque c'est en regardant le documentaire d'Arnaud Desjardins, Ashram, que j'ai eu la chance de regarder, et quand je suis tombée sur Mahananda Mahi, qui est une grande sainte de l'Inde, j'ai pleuré, mais pleuré de joie, parce que je me suis dit, ah, la mère, c'est ça, la mère divine. J'avais pas compris avant. Donc mon chemin là du yoga, du coup, a changé, puisque, s'est transformé, puisque tu me parlais tout à l'heure de révélation aussi, m'a transformé, parce qu'à partir du moment où j'avais comme repère, en tout cas pour moi, l'aspect divin, c'est la mère divine, c'est ce qui me nourrit et qui me touche plus dans cette relation plus facilement, de me sentir portée par elle. J'ai une forme de lâcher prise, d'abandon qui passe beaucoup par ce biais-là. Et c'est en regardant les photos de Mahananda Mahi dans son regard d'amour inconditionnel que j'ai pu trouver, et que je trouve encore toujours une ressource extrêmement joyeuse, paisible, réconfortante, infinie, éternelle, bienveillante, riche. Enfin voilà, c'est la mère, quoi, la maman. Aujourd'hui, tu l'as un peu dit, le yoga c'est devenu un peu une mode, c'est devenu un business. Comment on garde une forme d'authenticité avec cette mode qui est devenue très commerciale pour rester au plus proche de la nature du yoga, selon toi ? Oui, c'est vrai que ça s'est beaucoup développé dans l'aspect business, et puis c'est sûr, ça s'est énormément vulgarisé. Et on trouve différents types de yoga, hein, même des yogas, je sais pas, avec des noms assez incroyables. Non, je pense qu'il y a des yogas, voilà, on trouve un peu de tout. Je suis pas contre l'idée que le yoga se développe, et au contraire, ça peut quelquefois avoir une révélation pour certaines personnes, un aspect révélateur. Il y a des gens qui peuvent s'éveiller ou avoir une prise de conscience, en tout cas, je veux dire, en ayant une pratique qui est loin du yoga traditionnel. Et c'est vrai que ça fait un peu, c'est pas que ça fait un peu peur, et en fait, on a ni envie de juger, ni envie de dire que c'est pas bien, etc. Mais on a envie d'autant plus de rester dans une forme d'authenticité quand on voit ça, et d'authenticité très simple. Donc c'est plutôt rester pour moi très traditionnel, dans une forme de simplicité à la fois,
d'explication de ce qu'est le yoga aux élèves. Je trouve que c'est important que les gens qui viennent à mes cours sachent ce qu'on fait. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut à chaque fois parler, parce que les gens ne sont pas là pour ça non plus que pour ça. Ils ont besoin de se détendre, on leur a parlé déjà assez dans la journée. Mais de pouvoir comprendre ce qu'on est en train de faire, authenticité, tradition, mais aussi humanisation, dans le sens où effectivement parler des bienfaits du yoga dans des aspects ou un thème spécifique, comme parfois je peux démarrer mes cours, moi ça me porte, et je trouve que voilà, c'est une manière à moi ma façon pour l'instant de pouvoir contribuer à cet aspect authentique et ne pas perdre l'objectif du yoga, en tout cas essayer de ne pas le perdre. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait se mettre au Hatha Yoga ? Quel conseil Par où commencer ? C'est déjà d'avoir envie de venir, de ne pas avoir peur, ni des préjugés, et de se laisser porter, tout simplement, parce que, en tout cas, s'il vient à mes cours, il est bienvenu. Mais oui, de se laisser porter, de se laisser tenter. S'il y a un appel intérieur, surtout de ne pas hésiter. Même si ça prend un peu de temps, quelquefois il y a un déclic, et le temps que le corps, que ça descende en fait dans le corps, là qu'on dit ok, allez, on peut y aller cette fois-ci. Foncer quoi, foncer. Ce serait antinomique au yoga, mais de pas hésiter à y aller, de pas avoir peur des préjugés, puisque c'est vrai que le yoga permet de nous retrouver avec nous-mêmes, et quelquefois c'est peut-être ça qui peut faire un petit peu peur quelquefois. Mais en fait, ça travaille en douceur, et ça nous permet très rapidement, parce que c'est assez rapide les effets finalement, sur du moyen terme, en quelques mois déjà on a des changements, on sent qu'on commence à se sentir un peu plus libre, un peu plus détaché, donc je pense que ça c'est aussi une émulation, quelque chose qui peut nous pousser à aller au yoga, parce que très vite on sent les effets quand même, assez rapidement. Nadia, on va finir par une touche littéraire. Alors, tu as cité beaucoup de livres pendant notre entretien. Si tu devais conseiller à nos auditeurs un livre qui, pour toi, est clé et représente bien le yoga et accessible à tous, lequel tu conseillerais ? Je conseillerais Autobiographie d'un yogi, de Yogananda, qui est très bien écrit, très bien traduit aussi, en français, qui est absolument magnifique, parce que ça nous donne tout l'aspect de cette volonté de Yogananda, de vouloir, dès son plus jeune âge, toute son épopée pour trouver un maître, apprendre les pratiques, le Kriya Yoga, enfin il y a tout un chemin qu'il fait, et il raconte toutes ses péripéties, ses rencontres en Inde, donc il y a quelque chose de très authentique, très agréable à lire, c'est très beau, c'est très riche, ça couvre différents aspects aussi du yoga, aussi de cette relation de maître à disciple. Après, Yogananda est venu aux États-Unis pour développer aussi la science du yoga. Il a influencé énormément de monde justement dans cette recherche, cette quête, on pourrait dire aussi de bien-être, mais bien au-delà du bien-être, de quête du soi. Et la joie qui témoigne de ce livre et aussi de Yogananda est absolument remarquable. Donc on a tous envie d'être dans cette joie intérieure. Merci beaucoup Nadia. Merci beaucoup Amira, merci de m'avoir invitée. Pour cette conversation très riche, très intéressante. Merci à toi, c'est un vrai bonheur. Eh bien, bonheur partagé. À bientôt Nadia. À très bientôt Amira. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.